Mesdames et messieurs, bonsoir. Africa Mujinga et moi sommes très heureux de vous présenter cette grande édition du journal sur antenne à votre télévision. Bonsoir Africa. Bonsoir Kizami. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Exactement. Et l'actualité d'aujourd'hui partira de Oyo, ville située au-delà d'Olombo, dans le nord de la République du Congo, où les deux chefs d'État de deux Congos se sont retrouvés aujourd'hui, donc Joseph Kabila d'un côté, Denis Sassou Nguesso, pour parler des relations bilatérales entre Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées au monde et donc deux peuples frères depuis des temps immémoriaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié encore une fois une résolution 2293 réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté et à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région. Les Nations Unies ont voulu à tout prendre insister sur les grandes lignes de la précédente résolution, à savoir 2277. Patricia Amouli pour les détails. L'ONU a une fois de plus pris une résolution aux accents contraignants par rapport à l'évolution du processus électoral tel qu'elle aurait voulu en RDC. Désormais, l'heure est à une sorte d'émitisme croissade contre les partis impliqués. En clair, l'ONU, au travers du Conseil de sécurité, exerce ainsi la pression dans la perspective d'obtenir des autorités congolaises la tenue des élections conformément à la Constitution et dans les délais prescrits. En d'autres termes, la nouvelle résolution 2293, qui en principe reprend une série d'exigences formulées dans la résolution 2277, insiste particulièrement sur la tenue de la présidentielle en novembre 2016. Or, comme tout le monde le sait, la Commission électorale nationale indépendante s'est montrée incapable d'organiser les élections crédibles dans les délais. Début juin 2016, peu avant la clôture de la session de mars au Parlement, elle a déposé sur la table du Parlement un rapport complet dans lequel elle a fait état des contraintes auxquelles la CENI, est actuellement confrontée. L'affaire de la révision du fichier électoral avec la problématique de la réaliser en 16 mois, la problématique des financements et enfin l'absence du calendrier électoral dicté notamment par l'impératif des options politiques attendues du dialogue sont apparemment escamoté dans cette résolution qui cache bien les intentions de l'ONU de s'imposer autrement en République démocratique du Congo. À tout prendre, elle est de nature à donner du fil à retordre aux dirigeants congolais accusés ici de vouloir planter les décors d'un glissement de mandat au-delà du 20 décembre 2016. Au cours d'un point de presse tenu aujourd'hui, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, l'abbé Léonard Santédi, a fait le compte rendu de l'assemblée plénière des évêques de la SENCO tenue à Kinshasa du 20 au 24 juin 2016. La SENCO recommande, entre autres, aux politiques RD congolais de donner une chance à un dialogue national sincère et prometteur d'un avenir meilleur pour tout le peuple. Sylvie Fortuné-Moula et Jouzen Pelebili. À l'issue de leur plénière tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les évêques membres de la SENCO ont exhorté le fils et fille de la RDC à un sursaut patriotique en vue de sauver la nation en danger en leur qualité de pasteur et veilleur de la nation. Les dialogues qui est dans l'impasse depuis son annonce, la réduction de l'espace démocratique, l'insécurité dans l'Est, la dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères sont là les sujets qui ont été évoqués par le prince de l'Église catholique. L'abbé Léonard Santédi, qui a fait le compte-rendu de ses travaux ce lundi, rapporte. Nous recommandons au gouvernement de la République de garantir le respect de l'éthique et des règles démocratiques dans la gestion de l'État, d'assurer aux parties prenantes au processus électoral un environnement serein et harmonieux, de redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources matérielles et financières afin de garantir la tenue dans les délais constitutionnels des élections. Aux acteurs politiques congolais de cesser de se servir du peuple pour l'inciter à la haine et à la violence, au tribalisme et au rejet de compatriotes considérés comme non originaires. À la CENI
de jouer en toute indépendance son rôle d'institution d'accompagnement de la démocratie en évitant d'être à la solde d'une quelconque tendance politique. L'Église catholique réitère sa mission d'organiser des prières pour un processus électoral apaisé dans le diocèse du pays. Au regard du dialogue qui tarde à se concrétiser, les évêques proposent la sollicitude pastorale en appel aux facilitateurs nommés par l'Union africaine pour favoriser le rapprochement entre acteurs politiques RD congolais. Et par ailleurs, l'année 2016 a été déclarée année de la miséricorde par le pape François Ier depuis le Saint-Siège en Italie. À ce sujet, plusieurs évêques venus du Burundi, du Rwanda et du Congo-Kinshasa se retrouvent dans la capitale RD congolaise pour évoquer une question à la fois sociale et pastorale, à savoir la mobilité humaine dans la région de Grand Lac. Dom Momat et Ange Kassa ont assisté hier à la cérémonie d'Eucharistie à la paroisse Saint-Éloi. Nous sommes dans la commune de Barumbu. Suivez. La paroisse Saint-Éloi de Barumbu a connu une ambiance particulière dimanche 26 juin 2016. La célébration de l'Eucharistie a en effet été rehaussée de la présence d'évêques venus de l'intérieur de la RDC, du Rwanda et du Burundi. L'officiant du jour, l'un des hôtes de Saint-Éloi, a mis l'accent sur la liberté qui juge chaque homme face à l'appel quotidien des dieux. Nous sommes appelés donc à laisser de côté nos excuses pour privilégier la volonté de Dieu, pour privilégier l'appel de Dieu. Évêque de Kisangani, le nouveau président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, explique le pourquoi d'une armada d'évêques à Kinshasa. Les évêques de la CEAC vont réfléchir sur les phénomènes de la mobilité humaine dans nos 3 pays de la région des Grands Lacs. C'est un problème social, mais qui a une dimension foncièrement pastorale. Nous allons consacrer 5 jours de travaux, dont les 3 premiers sont consacrés à l'examen des questions sur la mobilité humaine. Les 2 derniers jours de notre rencontre seront consacrés aux travaux de l'Assemblée plénière. La célébration eucharistique de ce dimanche à Saint-Éloi a été aussi marquée par la prestation de haute facture de sa chorale. Et justement, nous sommes à la veille de la célébration du 56e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance tant nationale qu'internationale. Et à propos, les Né-Congo se sont réunis pour donner ce qu'a été l'apport de cette communauté dans la formation de l'État RD congolais en 1960. Suivez. 2 points ont été abordés au cours de la conférence débat de l'ASBEL de Né-Congo, à savoir comment retrouver l'unité du peuple Né-Congo d'avant l'indépendance et comment et pourquoi le peuple Né-Congo s'est-il progressivement retiré de la scène publique après avoir été l'un des pionniers de l'indépendance. Invité à cette activité, Madame Vinland Kavidi explique. J'ai sectionné mon mot en 3 parties. Il y avait la partie d'avant l'indépendance. Avant l'indépendance, qu'est-ce qui a fait que les Bas-Congo étaient unis? J'ai dit que parce qu'ils ont beaucoup... c'est une unicité qui est culturelle, qui est linguistique, qui est historique, qui est éthique, qui est sociétale. Pour l'évêque Philippe Lemankunga, il est temps que le Né-Congo restaure les dialogues. Avec nos valeurs culturelles, les hommes intègres, intelligents, craignant Dieu, ennemis de la cupidité. Nous, les Né-Congo, nous disons oui au dialogue. Le Congo central est pôle de développement incontournable dans les projets économiques nationaux et internationaux qui concernent la République démocratique du Congo. Les membres de la société civile dans un format pluriel en République démocratique du Congo se sont réunis à Kinshasa hier dimanche et harmoniser leurs points de vue et surtout parler de la manière dont ils doivent aborder les dialogues politiques en vue au Congo-Kinshasa était à l'ordre du jour. Suivez. Sa diversité, la société civile plurielle de la République démocratique du Congo s'active en multipliant les réunions pour bien défendre l'intérêt du peuple au cours du dialogue à venir. L'enjeu est d'éviter que l'avant-dialogue soit égal à l'après-dialogue. Ce colloque est organisé par la société civile dans son ensemble sans tenir compte de telle tendance ou telle tendance
puisque nous avons décidé de mettre à côté tous les intérêts personnels, nous voulons prendre et la nation congolaise à témoin et la communauté internationale pour dire que ceux qui ne veulent pas du dialogue sont des ennemis du peuple et nous voulons que ce dialogue puisse se tenir le plus tôt que possible, que les facilitateurs se mettent au travail, ils convoquent les gens. À ce moment-là, on va décider ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour décrisper tout ce qu'il y a comme divergence. Je l'ai toujours dit, on ne peut pas brûler la République, on ne peut pas sacrifier ce que nous avons de commun, mais également nous ne pouvons pas aller dans la précipitation. Quand on regarde autour de nous, nous avons des pays qui ont organisé des élections dans la précipitation. Ces élections ont causé la désolation. Les membres de cette plateforme ont échangé sur plusieurs thèmes, comme comment aller au dialogue national, la facilitation de la convocation de ce forum, l'aspect juridique, la durée, la problématique du quota de la société civile, le rôle, les stratégies et actions à amener avant ce rendez-vous national. Dans l'objectif de trouver aux entrepreneurs RD congolais un financement adéquat, le ministre congolais de l'Industrie, Germain Kambinga, a organisé un forum dénommé Excellence, forum auquel il a convié entrepreneurs congolais et investisseurs étrangers. Dans Momat, Ange Kassa. L'hôtel Béatrice abrite ce lundi 27 juin 2016 le forum Excellenza. Les entrepreneurs congolais, aux côtés d'investisseurs venus d'Afrique et d'ailleurs, réfléchissent sur le voies et moyens de financement et d'investissement en République démocratique du Congo. Nous avons des industriels d'un côté, installés en République démocratique du Congo, de l'autre côté, des investisseurs venus de l'extérieur du pays qui vont échanger sur ce qu'ils peuvent faire ensemble. Agent à capacité de financement donc, et agent a besoin de financement. Donc la démarche, elle est celle-là, c'est de faire en sorte que le financement dont on a besoin, des ressources longues, puisse être trouvé à travers cette rencontre, puisque ces investisseurs, disent-ils, sont venus avec leur chéquier. À quel résultat s'attendre? Germain Kambinga, ministre congolais de l'Industrie, répond pour fixer l'opinion. Que des investisseurs congolais puissent trouver des opportunités de partenariat avec les différents fonds d'investissement présents dans la salle pour que des appareillages d'accompagnement et des structures soient mises en place qui devraient permettre effectivement l'amorçage d'un processus de financement à long terme de l'industrie congolaise. Car, a-t-il renchéri, toutes les conditions, si pas réunies, sont en voie de l'être. Les efforts en termes de réforme sont largement avancés en République démocratique du Congo. Le guichet unique de la création d'entreprises, l'adhésion à l'OADA pour la protection juridique et judiciaire des investissements, la ratification du traité de New York sur l'arbitrage international. Autant d'instruments disponibles en République démocratique du Congo, les tribunaux de commerce qui ont effectivement commencé. Ces forums s'inscrivent dans le cadre de la campagne Made in Congo. On va quitter l'industrie pour dire que la loi en République démocratique du Congo punit sévèrement les auteurs avérés de viols, n'est-ce pas, Afrika Mujinga? Exactement, Eric Izami. Installé il y a à peine un mois, le parquet près le tribunal des grandes instances de Kinkole est à son premier dossier judiciaire. Il s'agit d'une affaire de viol qui impliquerait un oncle qui aurait abusé de sa petite nièce de 4 ans, dont Momat et Juzen Belibeli. Le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole, a envoyé en flagrance le nommé Mafisanga Gelor, du chef de viol d'une fillette de 4 ans. Le présumé violeur est en effet l'oncle de la victime et c'est la tante de cette dernière qui a porté l'affaire devant la justice. Le parquet de grande instance de Kinkole venait d'être installé il n'y a pas un mois, depuis qu'il est opérationnel, ainsi que nous nous sommes dit pour la première fois que nous tenons cette audience, que c'est une façon aussi pour nous d'informer toute la population, du moins du ressort, qu'il existe maintenant un parquet de grande naissance et un tribunal de grande naissance à Kinkole. Du côté de Gelor Mafisanga, l'incriminé, on attend pour toute défense que les faits soient prouvés. La loi congolaise réprime avec force le viol et bien d'autres infractions. Alors nous continuerons toujours à soutenir la loi congolaise. Mais pour condamner quelqu'un, il faut que de faits soient établis. La cause a été renvoyée à l'audience publique du 29 juin 2016 pour l'audition des témoins. Il faut dire que la loi congolaise est l'une des plus rudes en la matière. Nous y gagnerons si elle venait à être correctement appliquée.
Un mois après l'assassinat de l'étudiant congolais Olivier Masonga en Inde, une délégation congolaise conduite à New Delhi par le vice-ministre des Congolais de l'étranger Antoine Boyamba est allée faire le suivi auprès des officiers judiciaires et politiques indiens sur l'évolution de l'enquête. Dans Momat, Patricia Amouli et Papi Katassi. Le vice-ministre des Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba Okombo, a conduit une délégation des officiels experts congolais à New Delhi et à Bangalore en Inde. L'objet de cette mission exigée par le président de la République a été de se rendre compte des conditions de vie des compatriotes congolais vivant en Inde, l'évolution de l'enquête sous l'assassinat de l'étudiant congolais Olivier Masonga et l'application du respect de la Convention de Vienne. À l'ambassade de la RDC en Inde, le vice-ministre Antoine Boyamba a été éclairé par l'ambassadeur Rosette Mossi-Niamale sur les mesures prises par la représentation diplomatique congolaise. Elle a entre autres ouvert un numéro vert pour assister tout étudiant congolais en Inde en cas de problème. Juste après, le vice-ministre des Congolais de l'étranger a pris langue avec le commandant de la commune, Vassant Kung, et l'avocat M. Rajiv Lochan, en charge du dossier sous l'assassinat d'Olivier Masonga. Oui, l'enquête est très bien avancée. 2 des 3 agresseurs avaient été arrêtés dans les 24 heures après ce lâche assassinat. Le 3e vient d'être repéré. Le vice-ministre a, au cours de son séjour en terre indienne, conféré avec les étudiants de New Delhi et de Bangalore. J'en profite pour lancer un appel aux parents. Il y a la maison des Congolais de l'étranger. C'est là que vous devez d'abord avoir des informations. N'envoyez pas les enfants comme ça à l'étranger sans savoir exactement. Il n'y a que l'État congolais qui a les moyens de vous dire exactement cette université est viable ou pas. Une dizaine de jeunes filles qui dorment à la rue ici, dont les passeports ont été saisis. Et nous avons fait l'effort, nous sommes en train de travailler avec les autorités indiennes afin qu'on leur remette leur passeport. Désormais, nous allons être beaucoup plus vigilants sur les sorties du territoire des jeunes Congolais, surtout qui viennent vers le continent asiatique. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Deuxièmement, nous allons, à travers la DGM, à travers la police, et aussi à travers le fisc, mettre en place un système pour dénoncer toutes ces agences qui sont, j'appellerais comme des marchands d'illusions. Un père de famille, pour les conscientiser à étudier, une fois terminé, rentrer au pays pour y travailler. La République démocratique du Congo a célébré la journée de la lutte contre les violences sexuelles instituée par l'Assemblée générale des Nations unies. Les participants et participantes à la cérémonie organisée pour la circonstance ont tous pris l'engagement d'accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre ces fléaux. Et c'était à l'hôtel Sultani, aujourd'hui 27 juin 2016. Willy Kacha pour les détails. Les violences sexuelles en période de conflit causent du tort à beaucoup de mères et filles en RDC. Voilà pourquoi l'Assemblée générale des Nations unies a consacré la date du 19 juin comme celle de la commémoration de la dite journée. En RDC, précisément à Kinshasa, la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en période de conflit est intervenue lundi 27 juin. Elle a connu la participation des femmes leaders, des ambassadeurs, des chefs d'agence du système des Nations unies. C'est le cas de la représentante du Fonds des Nations unies pour la population, Diéné Keïta. Cette décision de l'Assemblée générale des Nations unies marque une étape importante dans la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits. En effet, il s'agit d'un engagement fort de tous les États membres à mettre fin aux horreurs des violences sexuelles dans les conflits. Lucie Kipele, ministre de la Femme, Famille et Enfants, a représenté le gouvernement à cette manifestation. Le cri de la femme et de la jeune fille congolaise a été adopté par les femmes et les filles de différents pays de la sous-région et tous craignent face aux violences sexuelles. Je dénonce et je dis non. Cette journée, rappelons-le, est aussi interpellatrice. On sent qu'avec tout ce qui a été dit, que les avancées qui ont été énumérées, que la liste sera un peu longue. La journée a rappelé le devoir de tout un chacun dans la lutte contre les violences sexuelles. Parlons santé et dans ce journal, les membres de l'association des santé familiale ACEF veulent en finir une fois pour toutes avec le paludisme. Ils ont effectué une marche de santé avec le jeune Kinois dimanche 26 juin dans quelques rues de la capitale. Patrick Morel Mukendi et David Timbenete de la partie.
Toutes les associations d'appui à la lutte contre le paludisme, à savoir ASF, PECI, USAID et PNLP, ont organisé dimanche 26 juin une marche de santé avec quelques jeunes de Kinshasa, habillés tous en tuniques écologistes, synonyme d'agir efficacement contre la malaria. Le marcheur ont sillonné l'avenue Victoire, le boulevard Triomphal, 24 novembre, boulevard du 30 juin, pour chuter sur l'avenue Kassavubu, précisément à l'espace ouvert du jardin zoologique. Sur place, hommes et femmes ont été sensibilisés sur comment prendre un anti-paludique en cas de malaria confirmée. Bien entendu, le leadership du ministre de la Santé, nous lançons un programme de traitement de paludisme en utilisant les antipaludiques approuvés par le PNLP. Et vous le reconnaissez à travers la fée verte. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour communiquer en faveur du changement de comportement des patients. Le paludisme, c'est un fléau, c'est une maladie grave. On a besoin de répéter que le paludisme tue plus que les autres maladies. Et c'est pour protéger les populations congolaises. Le même jour, l'équipe de santé de l'association de santé familiale ASF a fait faire des tests de diagnostic rapide à qui veut. Ceux dont les tests ont été positifs ont reçu gratuitement les médicaments de l'ASF. En éducation, certaines écoles ont célébré le samedi dernier la journée de la mère et l'enfant par l'organisation de quelques activités culturelles. Elles ont par ailleurs coïncidé avec la clôture de l'année scolaire 2015-2016. Poponzia Kiawe et Natacha Bomungo nous en parlent. Les élèves de la maternelle du complexe scolaire Vie Nouvelle ont célébré avec faste cette journée de la mère et de l'enfant. Ces enfants ont offert un récital de poèmes, de chants, dansé et joué une pièce de théâtre. La directrice de l'établissement donne la raison de cette manifestation. Oui, aujourd'hui c'est une grande joie pour nous. Je suis fière de voir comment nos élèves s'expriment. Ça prouve la qualité et l'excellence de notre école. Je suis très fière. Même ambiance pour ceux du complexe scolaire dans Alberion à Salongo, dans la commune de Lemba. Ils ont saisi cette occasion pour remercier son promoteur, Monseigneur Moudiji Théodore, toutes les autorités et les enseignants pour le sacrifice consenti durant toute l'année scolaire. Les élèves ont été à la fête. Janou Makula, préfet de cet établissement, revient sur l'importance de la journée. Cette journée est très très importante pour nous et pour les élèves parce que cette journée permet à nous qui sommes encadreurs de déceler les différents talents dans les chefs des enfants et voir comment donner une orientation dans leur vie future. Donc c'est une activité très très importante pour une école secondaire. Pour bon nombre de ces élèves, il s'agit du dernier acte avant la proclamation et les grandes vacances. Et pour boucler cette rubrique éducation, la 5e édition du concours national des dictées a eu lieu aujourd'hui en 7 juin dans le but de permettre aux élèves d'écrire correctement les phrases en français, langue officielle de la République démocratique du Congo. Anne-Marie aussi, Hugo Moussangila et Dieu merci Nzob Mabiala. Ils sont venus de toute l'étendue du territoire national. Au total, 30 élèves du cycle primaire ont participé ce lundi 27 juin au concours national des dictées, PONADI en sigle. 5e du genre, cette édition est une initiative du gouvernement congolais par le biais du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté que dirige Makia Mwangou. Diangolo de Kinshasa et Ngatoli du Nord Kivu sont les deux élèves qui ont raflé le maximum de points dans cette épreuve. Nous rappelons une fois de plus la place et le rôle de la langue française dans le système éducatif de notre pays. Vous le savez bien, cette langue est la principale langue d'enseignement à côté de nos langues nationales, essentiellement au niveau fondamental. Et pour les élèves, l'outil linguistique incontournable pour s'assurer notamment la formation à l'école, la réussite aux études. Bien avant l'épreuve, le candidat a lancé un message de paix aux élèves du Nord Kivu, question de compatir aux contraintes auxquelles ils font face. La paix avec nous, la paix avec nous, la
concours national des dictées s'inscrit dans le souci de mesurer la qualité des enseignements dispensés par les professionnels de CREI et surtout d'évaluer les niveaux des apprenants, c'est-à-dire les élèves dans la rédaction et la bonne maîtrise de la langue française. Voilà, c'est tout pour la deuxième partie de l'information, Tonton Eric. Alors, on va compléter l'actualité avec la sélection de journaux parus aujourd'hui sur Kinshasa, dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir. Face aux rumeurs sur la prétendue opposition des élus à la réduction de leur train de vie, les présidents des groupes parlementaires fixent l'opinion renseigne l'avenir. Dans un communiqué rendu public ce week-end, le président de tout le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale dénonce avec fermeté la diffusion par certains journaux quinois d'une contre-vérité destinée à écorner gratuitement l'image de la Chambre basse auprès de Congolais. Le quotidien rapporte qu'avec ou non la complicité de certains hommes politiques, les confrères empêchés par ignorance de principes élémentaires de droit et du fonctionnement des institutions. Comment peut-on reprocher aux élus de s'élever contre l'application d'un texte qui n'est pas encore entré en vigueur? Texte que le Sénat et l'Assemblée nationale ont dû voter à une grande majorité. Dès lors, des allégations tendant à dire avec une légèreté troublante que nos députés nationaux en vacances parlementaires par ailleurs refuseraient de voir leur budget subir immédiatement une coupe de 30% en application de la loi des finances rectificative avant même la promulgation de cette dernière manque en fait et en droit. Les groupes parlementaires dénoncent l'intox, s'exclame la prospérité. La consort enchérit que les parlementaires font savoir que le président de la République n'a pas encore promulgué le budget rectificatif 2016, bien que les deux chambres du Parlement l'aient déjà examiné et adopté. En légaliste, il réaffirme que c'est le budget promulgué le 31 décembre 2015 qui est encore d'application jusqu'à nouvel ordre. Ils ne comprennent pas qu'un membre du gouvernement s'arroge le pouvoir d'opérer des coupes budgétaires en violation de la loi des finances en vigueur, désormais lit-on dans les communiqués officiels des groupes parlementaires. Tout en restituant la vérité, les présidents de 14 groupes parlementaires de la Chambre basse s'en tiennent au strict respect des termes de la loi sus-évoquée et mettent en garde le gouvernement contre toute dépense extra-budgétaire. Je cite, « Nous veillerons à la bonne exécution de la dite loi rectificative au cours de la prochaine session budgétaire. » Fin des citations. Renchérit la référence plus. Terminons avec des dépêches de Brazzaville qui reviennent, elles, sur le mondial 2018. La RDC, la Tunisie, le Libye et la Guinée dans le groupe A. La Confédération africaine de football a procédé le 24 juin dernier à son siège au Caire en Égypte au tirage au sort des équipes pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de football qui va se dérouler en 2018 en Russie. La République démocratique du Congo a été tirée dans le groupe A où elle disputera l'unique place qualificative pour le mondial avec la Tunisie, la Guinée et la Libye. Le groupe B est constitué de la Zambie, du Cameroun, de l'Algérie et du Nigeria. Le groupe C se compose du Gabon, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Enfin, le groupe D met en ensemble le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cap-Vert. Enfin, le groupe E renferme le Ghana, l'Égypte, le Congo-Brazzaville et l'Ouganda. C'est tout pour ce soir. Très bon début de semaine à tous. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de cette grande édition du journal sur Antenne A que Africa Mujenga et moi avions le bonheur de vous présenter. Bonne soirée dans vos familles. Au revoir.